Julie Toki, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au local d'Europe Écologie Les Verts à Saint-Étienne. On a souhaité vous rencontrer parce qu'il y a une actualité en septembre, dans quelques semaines, un délai assez court finalement, Oui. et on voulait parler des sénatoriales avec vous, de la politique de la ville de Saint-Étienne, puisque vous êtes également élu, et puis un peu de questions nationales. On, Ok. on commence peut-être par les sénatoriales. Pourquoi finalement on avait lu qu'il y avait un accord avec le PS? Donc on pensait que vous alliez être intégré à la liste de Monsieur Tissot. Et finalement, vous faites une liste, alors je ne sais pas si c'est le mot adéquat, vous faites une liste dissidente ou une liste parallèle, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors, si on doit parler de liste dissidente, pour le coup, ce n'est pas la nôtre, puisque, je vous le confirme, il y a bien eu des accords nationaux qui ont été établis entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Donc, de notre côté, en fait, que ce soit au niveau local ou au niveau national, nous n'avions jamais remis en cause la tête de liste à Monsieur Tissot, qui est le sénateur sortant, et nous reconnaissons son travail. Néanmoins, nous estimons que la question écologique est primordiale aujourd'hui. Et donc, au niveau des accords nationaux, c'était la première place qui était restée donc à Monsieur Tissot, bien entendu, sur la liste, et une deuxième place pour une femme écologiste. Vous Donc, correspondiez exactement aux critères. exactement. C'est exactement cela. Donc, puisque cet accord national a été signé par les deux partis, hein, le PS également, eh bien, nous sommes lancés dans cette idée-là, forcément, en accord avec les accords nationaux, que je serai deuxième sur la liste de Monsieur Tissot. Mais malheureusement, nous avons trouvé porte close et une impossibilité de discussion avec l'équipe de Monsieur Tissot qui ne souhaite pas d'une candidature écologiste en deuxième position. C'est dû à quoi? C'est quelque chose de politique, c'est quelque chose d'humain? Ou alors finalement on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes idées, les mêmes combats? Eh bien, c'est une excellente question parce qu'on n'a pas la réponse. En fait, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Et c'est une question qui est importante car ça pose justement une grande interrogation. Pourquoi Monsieur Tissot n'a pas voulu d'une candidature écologiste qui assume l'étiquette Europe Écologie Les Verts en deuxième position et a préféré la candidature d'une personne du Parti socialiste également. Est-ce que c'était compliqué de monter une liste en si peu de temps? Non, pas du tout. Dans le sens où nous étions prêts, puisque nous étions dans l'attente des accords nationaux, nous étions partis pour nous préparer à toute éventualité. Nous savions qu'il y avait aussi la possibilité qu'au niveau national, eh bien, on nous demande de partir seul. Donc nous avions commencé à travailler notre liste. Et à partir du moment où Monsieur Tissot nous a fermé la porte, eh bien, on a pu lancer notre liste. Comment on explique que vous faites partie de l'ANUPS et que pour ces élections, il y a tout un tas de candidatures différentes? Il y aura une liste LFI, une liste socialiste, une liste verte. Pourquoi là aussi on n'arrive pas à se rassembler? Vous êtes un coup d'accord et un coup pas d'accord sur les idées? C'est là où on a du mal aussi un peu à saisir la politique aujourd'hui, parce que on a plutôt l'impression que c'est souvent des intérêts, les alliances, elles sont faites pour quand ça arrange, et puis quand ça arrange pas, ben il n'y a plus rien, quoi. Ben, tout simplement, dans les différentes instances, les discussions peuvent tourner autour de différents sujets. Au niveau des européennes, par exemple, qui est le grand débat sur est-ce que la NUPES peut exister encore au niveau des européennes, la question est totalement différente des échéances plus nationales. Donc, on reviendra certainement sur les européennes, mais il y a différentes questions qui se posent selon les territoires. Sur la question de l'Assemblée nationale, donc pour les législatives, oui, alors là, complètement, il était nécessaire de se rassembler pour réellement proposer une opposition forte au gouvernement d'Emmanuel Macron fraîchement élu. Pour appuyer votre dire, on peut même dire que l'alliance n'a pas été faite dans la première et on a vu le résultat. Tout à fait. Mais en tout cas, après, l'élection présidentielle, encore une fois, c'est une autre élection, puisque là, on n'est plus sur une élection de personnes. On a bien sûr une personne qui représente un parti, mais nous savons que la présidentielle, dans le contexte de la Ve République, est quand même taillée pour mettre en avant une personne aussi. Enfin, les présidentielles, c'est pour dans quelques années. Il y aura avant les municipales, on y reviendra. Oui. Finalement, qu'est-ce qui vous différencie pour ces élections sénatoriales de la liste de Jean-Claude Tissot, finalement? Alors, puisque à la base, vous êtes assez proches, à la base, vous deviez être ensemble, et puis finalement, il va y avoir deux listes, et là aussi, c'est un peu, si je peux le dire, c'est vous tirez une balle dans le pied, non? Tout simplement, l'écologie n'est pas une simple variable. Aujourd'hui,
Nous sommes dans un contexte où il faut réellement agir pour que les êtres humains, la biodiversité, la nature, que tout ceci puisse avancer harmonieusement. Si on veut pouvoir avoir un avenir à long terme sur cette planète, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à agir. Vous avez l'impression que l'écologie française, elle va résoudre l'écologie mondiale? On y participera en tout cas. Oui, parce qu'on a l'impression que d'un côté, on économise une goutte d'eau et de l'autre côté, on fait du gaspillage dans le monde entier. On ne peut pas, bien entendu, décider depuis Saint-Étienne, ici, au sein du local. Non, je parlais même de la France. Hein. Mais bien entendu qu'il faut influencer les politiques internationales également. Et la France a sa part à jouer et elle est primordiale. Lorsque Emmanuel Macron nous a dit que la France, qu'on allait être les champions du climat, aujourd'hui, on a de quoi être déçus. Donc ça se joue aussi au niveau national, bien entendu. Puisqu'on a tous un peu de fibre écologiste dans le cœur, est-ce que vous êtes aussi inquiet? On lit aujourd'hui que la planète elle est maintenant en ébullition. Donc est-ce qu'on a des solutions ou alors on va, comme dans beaucoup de sujets, on va dans le mur? Il existe des solutions. Je ne dis pas que nous avons les solutions miracles, car nous ne croyons pas aux miracles. Néanmoins, on a quand même ça fait des décennies que les écologistes alertent, réfléchissent, innovent aussi et proposent des solutions concrètes pour justement adapter le territoire et surtout anticiper les problèmes à venir. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec des politiques qui sont impréparées à cette situation, alors que pourtant, on ne peut pas dire qu'on ne les avait pas alertés auparavant, et donc qui cherchent des solutions miracles à la dernière seconde et qui pensent pouvoir régler des problèmes, mais seulement à court terme. Très peu de propositions sont faites pour le long terme. Aujourd'hui, à votre avis, vous êtes écologiste, moi je ne le suis pas officiellement. Les batteries électriques, est-ce que c'est une solution? Je ne vois pas vraiment ni l'intérêt, ni comment on les produit. Je ne vois pas où est l'écologie dans l'électrique. C'est justement l'une des fausses bonnes idées qui sont mises en avant en permanence. On est au pied du mur. Dans l'urgence, oui, nous avons besoin de réduire grandement nos émissions de carbone. Et ça passe aussi justement par l'abandon des voitures thermiques à relativement court terme. Mais à long terme, ce n'est absolument pas une solution. Car plus de batteries électriques, ça veut dire aussi plus d'énergie, plus de nucléaire, plus de déchets, etc., etc. Donc non, à long terme, cette situation n'est pas viable. Sauf que si on nous avait, mais avec des sciences, on ferait beaucoup de choses, si on avait écouté les écologistes auparavant, on ne serait pas au pied du mur aujourd'hui. Au final, on y revient, qu'est-ce qui vous différencie donc de cette liste on va aller peut-être faire un petit inventaire à gauche, puisqu'on situe encore les écolos à gauche? C'est un grand débat, vous savez. Oui, alors je l'assume, je pense que oui. Qu'est-ce qui va la différencier de la liste à Cécile Kiramian, à Jean-Claude Tissot et à d'autres, je n'ai pas tous les noms en tête? Eh ben, tout simplement, comme je vous le disais, nous, notre volonté, c'est de vraiment placer l'écologie et la transition écologique comme axe central de la politique. Mais concrètement, écologie c'est un mot, mais concrètement c'est d'éteindre sa lumière. Ça m'amuse beaucoup cette pub, c'est pas Versailles. Oui. Mais concrètement, c'est quoi? Parce qu'on parle toujours de politique et finalement on est on sait pas. Dans notre quotidien tous les jours, on la voit pas parce qu'on voit des gaspillages mais énormes tous les jours. Oui, c'est-à-dire que justement aujourd'hui on a un sentiment d'injustice qui est grandissant en France. Un sentiment d'injustice climatique mais aussi sociale. Aujourd'hui, cette urgence écologique, le gouvernement propose des solutions où en fait finalement c'est chaque citoyen qui doit agir à son niveau, en éteignant la lumière, en économisant l'eau. C'est une nécessité, évidemment. Mais on ne peut pas demander à la population de faire des efforts au quotidien si derrière il n'y a pas des mesures fortes au niveau national. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple la production d'énergie. Oui, bien entendu qu'il faut baisser notre consommation d'énergie à chacun, mais c'est aussi à l'État d'accompagner les entreprises, d'accompagner les collectivités aussi, pour qu'elles réduisent leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, on se retrouve avec un vrai déficit de rénovation au niveau énergétique. Il y a des perditions de chaleur et de fraîcheur, car c'est aussi la question désormais, qui sont énormes. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord pouvoir rénover, pouvoir préparer nos habitats pour dépenser moins d'énergie à la fois en hiver, mais aussi en été, car la question du rafraîchissement, elle est présente aujourd'hui, on l'a bien vu avec les canicules de cet été. Et ça, c'est aujourd'hui que ça se prépare. Et ce n'est pas seulement en enlevant 1 ou 2 degrés en hiver dans notre habitat que ce sera suffisant. Vous avez vu qu'on avait fait venir du charbon d'Afrique du Sud, d'Australie, donc je ne parle pas déjà du transport, pour reproduire de l'électricité en France. C'est là où on ne comprend plus rien. C'est ça, c'est qu'on a une impréparation qui est manifeste. Et c'est là où ça ne peut pas fonctionner.
Donc c'est aussi les collectivités locales aujourd'hui, elles se retrouvent acculées, c'est-à-dire que les factures augmentent de façon exponentielle. Ça, c'est un autre débat encore. Ah, ça va totalement dans le débat, dans le sens que ce montant de facture, donc au-delà Oui, de... mais ça, c'est de la politique. Parce Pas que seulement. si j'ai bien compris, l'électricité monte parce qu'on a un peu les Allemands qui nous imposent des règles qu'on pourrait changer. Je ne parle pas de ce sujet-là, je Ouais. parle vraiment du fait qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, locales, se retrouvent acculées par les factures. Et c'est aujourd'hui qu'il faut leur permettre de faire baisser le montant de leurs factures. Le but n'est pas de faire baisser le coût de l'énergie, car comme vous le dites, en fait, là, c'est de la politique internationale, ça devient beaucoup plus complexe. Par contre, en bout de chaîne, eh bien, on doit donner des solutions, on doit offrir des solutions qui permettent aux collectivités de baisser le montant de leurs factures en consommant moins. Parce que là, c'était l'aberration aussi. Il y a quelques jours, on a vu des municipalités qui ferment les piscines, alors que c'est en ce moment que les gens en avaient besoin, quoi. Alors qu'ils n'ont pas les moyens de les ouvrir, quoi. C'est encore une aberration du système. Mais ça dépend des municipalités. Non, mais c'est pas toutes, bien sûr, mais il y en a quand même quelques-unes qu'on a vu qui fermaient. Et là, on se dit, attends, il y a vraiment un souci, quoi. Mais je vais vous donner un Avec exemple. tous les impôts qu'on paye. Je vais vous donner un exemple très concret. Hein. Nous étions, vous le savez, aux journées d'été au Havre la semaine dernière, et dans toute la ville du Havre, qui n'est pas une ville écologiste, hein, on connaît le maire du Havre quand même, Édouard Philippe, et donc quelqu'un qui a été dans le gouvernement de façon très forte quand même. Eh bien, il y avait des affiches de partout dans la ville pour proposer les piscines à 1 € du 1er juillet au 31 août. Donc, ce qui veut dire que sur une commune comme Le Havre, qui n'est pas du tout dans les idées politiques que nous pouvons avoir, eh bien, ils avaient anticipé ce phénomène et ce besoin que peuvent avoir les gens de se rafraîchir. Aujourd'hui, sur la région stéphanoise, par exemple, le site de la plage de Saint-Victor-sur-Loire est très souvent mis en avant par la municipalité actuelle pour un lieu de baignade, un lieu de rafraîchissement. Sauf que... C'est un jour sur deux, je crois, la baignade, il y a des algues tous les jours. À peine. Donc, j'ai personnellement interpellé la municipalité en conseil municipal pour leur demander qu'est-ce qui avait été fait pour éviter ces phénomènes-là. C'est un phénomène d'ailleurs qu'on retrouve dans pas mal d'endroits, même sur Roanne, même sur pas mal d'endroits. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc on ne peut pas dire ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous rafraîchir à Saint-Victor si rien n'est fait pour justement assurer une qualité de l'eau de baignade à Saint-Victor. Et la réponse donc était ? La réponse était ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, tout va bien se passer. Je caricature, mais on en était quand même pas loin. Allez, je repose une troisième fois la question. Qu'est-ce qui vous différencie des autres listes alors ? Je vous ai répondu et je vous réponds une troisième fois, de mettre l'écologie au centre de notre politique et de vraiment imposer au niveau gouvernemental aussi que ce soit cette priorité-là. Vous savez qu'au Sénat désormais, jusque-là, il y a 12 sénateurs écologistes et sénatrices. Ça, j'avais pas révisé, donc vous me l'apprenez. Eh ben voilà, il fallait réviser vos fiches. Donc vous saurez que ces sénateurs et sénatrices écologistes sont les plus présents au niveau du débat. Notre sénatrice du Rhône a été fer de lance de la lutte par rapport à la réforme des retraites. Nous intervenons, malgré le fait que nous ne soyons que 12 au sein du Sénat, nous intervenons, nous proposons et des amendements passent aussi par les propositions écologistes car nous sommes dans une démarche constructive, car nous savons que nous sommes face à des enjeux qui nous dépassent, tout simplement. Et pour faire passer votre message au niveau de cette élection, est-ce qu'il y a un message différent vu le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on est élu là par des grands électeurs ? Vous voulez dire comment on s'adresse à des grands électeurs Oui, comment on fait passer le message écolo finalement, comment on fait passer l'envie de changer les choses. Je pense justement que les grands électeurs qui sont élus dans leur commune, on parlait tout à l'heure du montant des factures, ils l'ont bien vu le montant des factures de la collectivité. Parce que je vais prendre un exemple dont on parle beaucoup dans les conférences de presse, c'est Saint-Étienne. Oui. On a l'impression que les 100 et quelques électeurs de M. Perdriau, ils vont voter pour ce qu'on va leur dire et non pas pour leurs convictions. Donc ils vont peut-être embêter M. Reynaud, ils vont peut-être embêter un autre, mais là on est vachement, je ne sais pas si on peut dire vachement dans un entretien, mais on est vraiment loin des valeurs et des convictions. Je vais retourner la question. Est-ce que vous pensez qu'on a la preuve qu'il y a une liberté de parole au sein du conseil municipal de Saint-Étienne ? Je crois que vous y êtes plus souvent que moi, donc moi j'ai pas le droit de l'ouvrir puisque moi je suis toujours blacklisté. Comme vous le savez, la liberté de parole au sein du conseil municipal, même au sein de sa majorité, ce n'est pas ce qui est de mise pour M. Perdriau. Donc oui, on peut s'inquiéter de la liberté de choix, même s'il y a toujours le secret de l'isoloir dans tout vote.
Mais on peut se demander en effet si les personnes qui ont été désignées par l'équipe de M. Perdriau et par M. Perdriau vont être libres de leur choix sur cette élection. Dernière question sur les sénatoriales. Est-ce que vous avez un objectif de résultat? Est-ce qu'il y a un temps de votants? Je crois qu'il y a 1800 et quelques votants, il me Tout à fait, semble. c'est ça. Donc après un pourcentage, je ne sais pas exactement ce que ça donnera, mais est-ce qu'il y a un objectif? Faire le mieux possible, tout simplement. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire passer un message, de faire comprendre qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'agir, d'interpeller les pouvoirs publics, d'interpeller surtout le gouvernement, et que le Sénat est un très bon moyen pour interpeller le gouvernement directement. Alors vous en avez parlé précédemment, des universités d'été. Ouais. Ça sert à quoi? Et vous avez fait quoi? Et vous avez appris quoi? Et qu'est-ce qui se dégage? Ça fait beaucoup de questions en une, mais vous allez pouvoir me répondre. C'était très 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 riche dans le sens où nous avons pu, donc les élus, bénéficier de formations en début de semaine. Puis ensuite on a été rejoints par les militants pour les journées d'été en fin de semaine. Et c'est des moments d'échange qui sont extrêmement riches puisqu'on va pouvoir rencontrer les militants de tout le territoire, mais également les élus. Donc on peut de cette façon-là échanger sur les pratiques des uns et des autres. Pour nous, n'appartenant pas à la majorité à Saint-Étienne, c'est très enthousiasmant de rencontrer des personnes qui sont dans des municipalités et qui sont en majorité dans ces municipalités. Donc ça nous permet d'évaluer ce qui est possible de faire quand on a les manettes d'une ville et de voir qu'on peut réellement rendre un territoire plus résilient et plus adapté à la situation actuelle. Parce que si on regarde bien, Saint-Étienne, c'est une anomalie. Déjà au niveau du nom, Saint-Étienne, la ville des Verts, et les Verts ne sont pas au pouvoir. Et en plus, deux grandes villes, Grenoble et Lyon, qui sont un peu les moteurs, sont passés chez les écolos. Et à Saint-Étienne, vous faites toujours des scores un peu difficiles, j'allais dire. Bien sûr, mais il y a d'autres villes sur le territoire français qui innovent. Je parlais de notre région. Oui, bien sûr. C'est une anomalie oui et non, c'est-à-dire C'était un clin d'œil aussi. Oui, je comprends. Comme votre pull vert, c'est un clin d'œil. Ah bah oui, j'avais pas fait exprès. J'avais pas prévu d'avoir une tenue verte pour la totalité de la campagne. Il faudrait que je refasse ma garde-robe. Non, mais en tout cas, oui, moi je suis née à Saint-Étienne. Par la vie, il m'est arrivé de partir pour plusieurs mois, plusieurs années de Saint-Étienne. Et je peux même vous le confier, j'étais même sur la côte basque, cette région de France qui fait tellement rêver, dans laquelle je me plaisais, mais je suis revenue à Saint-Étienne parce que je suis foncièrement attachée à ma ville et je suis blessée, je suis inquiète du sort que connaît notre ville aujourd'hui et vraiment c'est le moment ou jamais qu'on change, que ça change radicalement, que la politique change radicalement à Saint-Étienne. Et en 2023, la politique c'est des hommes, des moteurs, des idées qui sont moteurs, motrices. Des hommes et des femmes, vous voulez dire? Pardon, des hommes et des femmes, pardon. C'est le vieux réflexe macho, comme on dit. Des femmes et des hommes. Oui. Disons que quand on dit homme, souvent, il faut aussi dire une chose, c'est qu'on met l'être humain. On ne fait pas une différence entre hommes et femmes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque mot est pesé, donc il faut faire attention. Non, mais je plaisante bien, j'avais bien compris votre message. Alors, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que, ou ni l'un ni l'autre plutôt, c'est un collectif qui résonne et qui par son intelligence, par ses échanges d'idées, son débat d'idées, va pouvoir créer justement une ville ou un territoire qui est enthousiasmant et où chacun pourra vivre et être au mieux possible. Moi, je crois foncièrement en une ville qui va accompagner les personnes, qui va leur permettre d'être bien dans leur ville, une ville qui est bienveillante en fait, dans le sens noble du terme. C'est un terme qui est souvent dévoyé, mais c'est-à-dire que la municipalité, pour moi, elle est là, et pas que pour moi, hein, je dis pour le collectif que je représente, qui est là pour justement accompagner, aider et bien traiter les humains sur le territoire, et la nature également. Quand on rencontre beaucoup de gens de droite, aujourd'hui, ils nous parlent également d'écologie. C'est pour ça que je vous demandais si l'écologie était toujours à gauche. Et j'ai envie de vous demander également, finalement, l'écologie, est-ce qu'elle ne devrait pas être au-dessus de tout ça? On devrait tous être écologistes dans le sens du mot, et non pas des calculs politiques. Moi, j'ai du mal quand je vois les écologistes qui prennent part sur des sujets hors écologie. Alors, je pense qu'il n'y a pas de sujet hors écologie. Car il faut éviter la confusion entre environnement et écologie. Et lorsqu'on écoute la plupart des partis aujourd'hui en présence, lorsqu'ils utilisent le terme écologie, en réalité, ils parlent d'environnement. C'est possible. Donc la question, elle est là. C'est-à-dire que l'écologie, c'est justement cet équilibre qu'il y a entre les êtres humains, la biodiversité, la nature dans son ensemble, et que tout ceci fonctionne en harmonie.
D'accord. L'écologie, ce n'est pas la protection de l'environnement seulement. C'est la protection de l'environnement, de l'être humain, de la société. Exactement. C'est une façon de faire société. Justement, on a eu une grosse polémique pendant l'université d'été, c'était Médine. Alors moi, j'avais à Saint-Étienne, on m'a beaucoup parlé de Médine Saint-Étienne, Médine Loire, mais je ne connaissais pas Médine. Alors, quel était votre positionnement à vous? Est-ce que c'était un sujet hors sujet, ou alors c'était quelque chose qui vous a heurté, ou vous étiez d'accord avec les propos? Je vais citer Shakespeare, hein, Much Ado About Nothing, c'est-à-dire But I don't speak English. Simplement beaucoup de bruit pour rien. Ouais. C'est-à-dire que Médine a été invité pour 45 minutes pour une discussion, débat avec Marine Tondelier sur un canapé. Quelle couleur le canapé? Devinez, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que la discussion est importante avec presque toutes et tous. Et Médine, en fait, est un personnage qui est une personne qui a vraiment un impact sur une grande partie de la jeunesse. Et je pense qu'il a un impact qui est globalement, si on fait la somme de tout cela, qui est au global bénéfique. Dans le sens où, si on écoute ce qu'il a pu faire en début de carrière et aujourd'hui, c'est une personne qui a su évoluer dans son discours. Et il vient de quartiers vraiment ostracisés, ghettoisés. Ce n'est pas la personne qui décide d'être ghettoisée, c'est plutôt la société qui va la ghettoiser. Et à partir de là, je trouve qu'il y a un chemin à parcourir. Et je trouve dommage qu'à chaque fois on revienne sur le passé et qu'on n'accepte pas qu'une personne puisse évoluer dans son schéma de pensée. Ça, c'est une très belle phrase, mais c'est aussi compliqué. Aujourd'hui, il y a des sujets dont on ne peut plus parler, donc c'est quand même assez curieux la politique aujourd'hui. C'est-à-dire Je ne sais pas, moi j'ai vu des quartiers où j'ai vu que les magasins français qui ont brûlé par exemple. J'ai du mal quand même à comprendre quand vous parlez de ghetto, quand on a fait des immeubles tout neufs et qu'au bout de 10 ans c'est un champ de ruines, le ghetto qui le crée finalement. Donc c'est pas l'humain aussi qui est pas écolo, qui je vais étaler à vulgaire, mais si vous chichez dans votre assiette, voilà. Alors, quand on parle, le mot ghetto est toujours très fort. Après, évidemment, la société, elle est difficile. C'est pas tout le monde qui réussit. C'est pas tout le monde qui devient chef d'entreprise, qui est footballeur, qui est Mbappé. Mais je crois que chacun a sa place. Donc voilà, il faudrait. J'ai bien aimé votre mot bienveillance, et c'est ça qui manque peut-être souvent. Mais je pense, oui. Et surtout. Et arrêter les concours. Je suis le plus fort et j'ai les plus grosses. Déjà, et surtout en fait, d'arrêter de prendre des décisions sans concerter la population. Dans les quartiers les plus populaires, beaucoup de personnes ont envie de parler, et lorsqu'on rencontre des personnes des quartiers les plus ostracisés, on se rend compte qu'il y a vraiment un déficit de parole, une frustration. C'est-à-dire qu'on en a des choses à dire et qu'on ne trouve pas les moyens de les dire. Oui, et ça, c'est important. La parole est difficile avec les gens. Hein. Chacun reste sur sa position. Bien entendu. Et c'est à chacun de se mettre au niveau de chacun. Je n'ai jamais été sarkozyste, mais l'autre jour, il l'a bien dit, il y a des sujets, on dit quelque chose, on est raciste, on dit quelque chose, on est anti-immigration. C'est quand même compliqué aujourd'hui. Hein. Moi qui essaie d'être un peu au-dessus de tout ça, c'est quand même compliqué. Même vous voyez, tout à l'heure, on l'a vu pour homme-femme, hein, dès qu'on ne dit pas le bon mot, c'est devenu très compliqué aujourd'hui. Pas du tout. Je veux dire, on peut tout à fait échanger. Ah mais ça, c'est la valeur de l'humain, de la démocratie, d'échanger. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'échangent plus. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas aller très loin, puisque vous avez dit à la mairie de Saint-Étienne, on n'échange pas beaucoup. Si j'ai bien compris, c'est une décision qui est prise et il faut l'accepter. C'est ça. Mais on manque vraiment d'horizontalité dans les prises de décision, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau national. En conclusion de ces universités d'été, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez conclu? Est-ce que ça a changé votre vision? Comment vous voyez les choses? Pour moi, les journées d'été, elles étaient un peu particulières dans le sens où on a cette campagne des sénatoriales qui est lancée. Donc ça a été l'occasion de rencontrer des sénateurs écologistes et des sénatrices. Bien sûr, bien sûr. On a pu échanger sur les points programmatiques, sur leur vision aussi, ce qu'ils pouvaient défendre au Sénat. Et en fait, ce qui est vraiment enthousiasmant, c'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que ce qu'ils défendent au quotidien au Sénat, c'est ce que nous envisageons de défendre pour notre territoire. Donc là, notre volonté, c'est vraiment de montrer que nous sommes un collectif et que le collectif, il agit également au niveau de Paris, au niveau du Sénat. Si vous n'êtes pas élu, vous vous projetez déjà sur les européennes? C'est à voir, mais je ne pense pas. Enfin, on verra.
J'en ai aucune idée. Chaque chose en son temps, là, on va être déjà bien pris pour les sénatoriales. Ça va être assez rapide, hein, parce que le 24 septembre, je crois. Oui. Donc ça fait quoi, 3-4 semaines? C'est ça. Donc là, jusqu'au 24 septembre, c'est... Vous dormez pas, vous mangez pas, vous aussi êtes, quand même un petit peu, mais en tout cas, oui, on va vraiment donner toutes nos forces pour cette élection. Quand je dis nous, ce n'est pas un nous royal, hein, c'est vraiment le collectif et la totalité de la liste et toute l'équipe que nous avons derrière. Justement, on parlait aussi au début de former la liste. Comment elle s'est formée, cette liste? Il faut équilibrer, il faut... je sais que c'est un homme, une femme, mais Oui. Ensuite, il y a des ordres, il y a des priorités. Comment ça se passe dans l'établissement de la liste? Eh bien, avec la concertation, la discussion, c'est beaucoup plus simple, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, nous avons dit, ni les uns ni les autres, moi je veux être là, moi je veux être là, moi je veux être là. Non, c'était plutôt, bah tiens, moi je me sentirais plus là, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et en fait, nous en avons discuté. Et ce n'est pas parce qu'une personne est arrivée, je dirais, à la fin, qu'elle est en fin de liste. En fait, ça s'est pas du tout constitué comme ça. Surtout que c'est des élections de liste, mais c'est souvent que le premier qui est élu, quoi. Tout dépend après comment on mène le travail pendant les 6 années à venir. C'est-à-dire que oui, en effet, il y a une personne qui parle au sein de l'Assemblée, qui agit au sein du Sénat, mais l'équipe qui est derrière, elle peut durer pendant 6 ans. Et nous avions tous à cœur de proposer une équipe qui soit diverse et qui apporte des éléments différents. On a par exemple donc la deuxième personne sur la liste, Julien Chanelière. Lui, il est élu à Rive-de-Gier et dans la majorité municipale. Il est lui-même éducateur, donc il a vraiment cette fibre aussi du social, d'accompagnement. On parlait de bienveillance tout à l'heure. Enfin, c'est une personne qui vit la bienveillance comme nous tous au quotidien. On a aussi Patricia Simonin qui est sur Saint-Chamond et qui est agricultrice. Donc là aussi, c'est un aspect qui est primordial. Vous êtes cavalier du Gier alors? Là, oui, sur les 3 premiers, oui, tout à fait. Vous avez vu la composition de notre liste? Je l'ai lu passer, je l'ai lu, mais j'ai pas approfondi. Est-ce que j'aurais un blâme? Non, je pense que ça ira. Non, parce que je vous rassure, on a quand même des personnes aussi du territoire. Donc on a ensuite Gérard Peslon, qui est de Génération Écologie et qui lui, justement, est sur Île-Cantal, qui était auparavant élu dans la majorité de Sur-Île-Cantal et qui désormais ne siège plus dans la majorité. Nous avons Claire Payot, qui est une militante qui est dans le Rouennais, à Combre exactement, une petite commune du Rouennais. Qui a travaillé longuement dans l'art et la culture, donc qui nous apporte aussi ses connaissances et son expertise sur le sujet. Et enfin, Jean Duverger, que vous devez connaître et avec qui je travaille au quotidien. On le salue parce qu'il n'est pas loin. Il n'est pas très loin, oui. Je dois dire que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, etc. C'est ça, c'est le moment. Non, il ne faut jamais être focus chez nous, il faut être cash et honnête surtout et sincère. On revient à Saint-Étienne et plus précisément à la métropole. On a appris que M. Perdriau, le maire et le président, voulaient absolument récupérer son siège. Comment se situent là aussi les Verts dans puisqu'on a fêté également les 1 an de cette sombre histoire. Comment vous vous situez par rapport à tous ces événements et au fait qu'aujourd'hui, Saint-Étienne, d'après ce qu'on entend et ce qu'on lit, Saint-Étienne est un peu à l'arrêt? Oui, je vous le confirme. Alors, vous voulez dire au niveau de la métropole, la municipalité? On peut parler de la métropole, puisque c'est un sujet aussi que souvent les Stéphanois et les gens de l'extérieur savent finalement pas très bien leur rôle. Ils disent juste que c'est des élus qui sont là pour prendre une paye de plus, quoi. Ouais, enfin, c'est surtout là qu'il y a énormément de décisions qui ont lieu, en fait, surtout depuis que Saint-Étienne est devenue métropole. On a énormément de responsabilités au niveau de la métropole. Ouais, vous avez mangé un peu les fonctions du conseil départemental. Elles font partie, je dirais pas manger, mais en tout cas, on les partage. Voilà. Je pense par exemple à tout ce qui est responsabilité sur le traitement des déchets aussi, qui sont donc montés au niveau de la métropole. Je parle de ce sujet-là parce que c'est un sujet que je maîtrise un petit peu plus. La gestion de l'eau également, primordiale aujourd'hui. Tous des sujets écologistes alors? Mais évidemment, pour nous écologistes, enfin, on ne peut pas fonctionner en silo. C'est-à-dire que si on raisonne seulement à l'échelle d'une ville, nous sommes en silo. Raisonner à l'échelle d'un territoire métropolitain, c'est justement raisonner à l'échelle d'un territoire plus large. Et ça, c'est primordial. Car les bonnes décisions, elles ne peuvent être prises qu'en concertation et en accord avec les territoires qui nous entourent. Et donc, ce statut de ville et de métropole un peu à l'arrêt, comment on peut y remédier et comment vous voyez ça? C'est très compliqué aujourd'hui. Donc nous, en tant que... Il faut attendre le procès et passer à autre chose? Ou il faut, je sais pas, il faut voir différemment? C'est le calendrier que nous impose M. Perdriau, en effet.
C'est-à-dire que M. Perdriau a décidé que tant qu'il n'y avait pas de jugement, il était donc, il a raison, présumé innocent. Seulement, il oublie une chose, c'est qu'il y a en effet la morale, il y a la morale aussi qui est politique, qui est en jeu. Et l'exemple qu'il donne est délétère. Quand on a donné des leçons précédemment, quoi. Tout à fait. Et très bien, en effet, la justice n'a pas statué et il faut laisser, ça on y est très attaché, hein, il faut laisser la justice faire son travail de façon totalement indépendante. Néanmoins, lorsqu'on a des responsabilités comme celle de M. Perdriau, l'image qui est donnée à l'ensemble des Stéphanoises et des Stéphanois, l'ensemble des habitants du territoire métropolitain, elle est terrible cette image-là. Et la confiance aussi, hein, on entend des choses. Et la confiance dans le politique, c'est très inquiétant. C'est très très inquiétant. Donc tout le monde a entendu ces enregistrements. Donc je sais que les intelligences artificielles sont capables de miracles aujourd'hui, mais là nous avons quand même bien entendu ce qui a été dit et les propos qui ont été tenus. Pose question sur la morale. Après, c'est pas nous les juges, hein, puisque vous savez très bien qu'un enregistrement, on peut l'inverser, on peut avec la technologie, aujourd'hui, on peut faire dire n'importe qui. On peut même faire parler les morts, alors vous voyez. C'est ce que je vous disais. Mais la justice fera son travail, là, on ne peut pas. Après, c'est vrai que moralement, et c'est un autre débat. C'est ça qui est important. Justement, je vois qu'à Lyon, il y a déjà des candidatures pour 2026. Là aussi, est-ce que vous travaillez déjà sur 2026 ? Bien entendu, oui. Parce que on voit que ce que je vous disais au début de cet entretien, un coup vous êtes d'accord avec les autres membres de l'ANUS, un coup vous partez tout seul, donc ça va être compliqué là aussi. Et puis en plus, l'élection municipale, c'est souvent aussi une femme ou un homme quoi, qui porte un projet et qui tire derrière elle ou derrière lui le reste de la population. Tout à fait. Néanmoins, moi je suis convaincu que ça devrait être un homme et une femme qui mènent ce combat-là. Justement, pas seulement une personne. Ça serait à la base, c'est une liste, hein, c'est pas un homme. C'est ça, tout à fait. Mais c'est un peu comme le présidentiel, c'est plus axé sur une personne, quoi. C'est ça, tout à fait. Et vous n'avez pas peur que si la justice se prononce pas, ou alors que M. Perdriau fasse un troisième mandat et qu'on soit encore bloqué pendant des années à l'arrêt? Nous, la ville, dans son ensemble, a besoin d'avancer. Donc on sera bien obligé, tous autant qu'on est, de s'adapter à la situation qui sera en présence. Donc là, on sera vraiment dans une liste d'union, quoi. On verra. Ça, hein. Là, il reste encore 3 ans. Nous avons à travailler. Vite, hein. Oui, ça va aller vite. Ça va aller vite. Néanmoins, il faut travailler, il faut continuer à réfléchir, à proposer aussi. Et si nous nous rendons compte que d'autres potentiels partenaires proposent les mêmes choses que nous, à ce moment-là, on pourrait imaginer de travailler ensemble. Si on se rend compte que sur les propositions, au fur et à mesure du temps, nous sommes opposés, ça va être plus compliqué. Pour terminer, quelques questions concrètes. On voit beaucoup de gens, et c'est dans la logique, hein, quand on voit les photos sur les réseaux ou sur Internet, qui réclament des arbres, et on a l'impression qu'à Saint-Étienne, on les enlève. Est-ce qu'il y a une façon de faire, un conseil pour faire replanter des arbres à Saint-Étienne? Alors déjà, il y a une erreur qu'on fait à Saint-Étienne, c'est de raisonner en comptage du nombre d'arbres. Ça, c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est pas de savoir combien d'arbres sont plantés dans la ville. Ce qui est important, c'est de savoir quel est l'ombrage, ce qu'on appelle la canopée. Il faut du temps d'ailleurs pour avoir de l'ombrage. Exactement, mais il existe différentes essences d'arbres. Des arbres qui poussent plus vite, d'autres plus lentement, d'autres qui sont plus adaptés au milieu, d'autres qui vont proposer plus d'ombrage, d'autres qui vont pousser plus en hauteur, etc. etc. Et la prise en charge de la canopée est primordiale. Dans les villes écologistes, justement, aujourd'hui, l'élément de comptage, d'évaluation de ces politiques de végétalisation, ce n'est pas le nombre d'arbres, c'est justement l'ombrage et donc la canopée qui est proposée. Donc on peut par exemple proposer des canopées même sur les toits de la ville, dans des espaces contraints. C'est tout à fait possible. Ce qui est important, c'est d'apporter justement du végétal partout et pas seulement dans des espaces confinés. Aujourd'hui, la municipalité de Saint-Étienne, sa façon de procéder, c'est de dire on a rajouté je ne sais plus combien de centaines d'arbres dans la ville. Sauf que si ces arbres ils sont plantés au bois d'Avèze, lieu que j'affectionne particulièrement, c'est pas le problème, ça ne va pas bénéficier au quotidien aux habitants de centre-ville. Dans le centre-ville, oui, où on a beaucoup bétonisé. Mais c'est ce que je vous dis. Où on a même mis de la ferraille rouillée, que je trouve très moche, mais il paraît que c'est la mode, et en plus il n'y a pas d'entretien. Mais voilà, c'est dans le centre-ville qu'on demande. D'ailleurs, on le voit dans toutes les grandes villes, ils ont mis des grandes places en béton, et quand il fait chaud, c'est des fours, quoi. Peut-être vous souvenez-vous d'un édito de M. Perdriau dans le journal métropolitain. Je lis pas tout, hein, je vous avoue. Le titre était Être ou ne pas être, avec un jeu de mots
sur l'arbre le hêtre. Et justement, il parlait de la politique des arbres de la ville de Saint-Étienne et de la métropole. Et justement, ce qui était mis en avant et ce qui est systématiquement mis en avant, c'est le nombre d'arbres plantés. Sauf que, comme je vous le dis, si on prend... Voilà. Donc ça ne fonctionne pas. C'est promis, je ne le dirai plus, le nombre d'arbres. Mais je ne les ai jamais comptés un par un. Mais beaucoup de municipalités fonctionnent comme ça. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on compte avec le nombre d'arbres, lorsqu'on coupe un arbre, on peut s'affranchir de ce problème-là en disant, mais on en a replanté un autre à un autre endroit. Par exemple, le futur parc Jardin d'Éden, qui a pris du retard, donc qui devrait être construit en plein centre-ville. À côté de l'hôtel de ville, parce voilà. On serait pas loin. Oui, pourquoi pas. Mais alors là, on va pouvoir mettre un certain nombre d'arbres et s'affranchir de mettre des arbres partout dans la ville. L'argument qui nous a avancé par Monsieur Dallara, c'est de dire que nous n'y connaissons rien, nous écologistes, et que lui se retrouve face à d'immenses problèmes de canalisation, etc. Je comprends. C'est-à-dire que oui, nous n'avons pas accès, contrairement à ce qu'on pourrait vouloir, nous n'avons pas accès à certains éléments du cadastre en tant que membre n'appartenant pas à la majorité. Néanmoins, cette réponse n'est pas suffisante. Dans le plan de mandat, il est... c'était dans le rapport développement durable. Ce qui était avancé, en fait, c'est que la ville allait créer des espaces de respiration à travers la ville, la municipalité. Des espaces de respiration. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on imagine que les Stéphanoises et les Stéphanois vont marcher dans la ville en suffoquant et vont pouvoir, enfin je caricature, mais je trouve ça gravissime de parler d'espace de respiration. C'est-à-dire que non, la ville entière doit être respirable, pas seulement des espaces contraints et fermés. C'est peut-être là aussi, c'est la valeur des mots, c'est la ville dans son sens bâtiment de respiration, quoi. J'ai peut-être du mal à l'expliquer, mais c'est peut-être pas l'humain qui veut respirer, c'est la ville, quoi, qui avec des... Les mots ont souvent un sens et je trouve que c'est symptomatique. Oui, mais le problème des mots, c'est comme beaucoup de choses, c'est que chacun a son interprétation. Et tout le monde a raison et tout le monde a tort parfois. Bien entendu. C'est un peu l'objet, suivant où vous êtes placé, vous le voyez d'une façon différente. En tout cas, simplement, il est aberrant pour nous écologistes de raisonner en espaces bétonnés et quelques espaces fermés, verts. Ça ne peut pas continuer. Dernier sujet pour les Verts, mis à part la remontée des Stéphanois en Ligue 1, ça c'est de l'humour, les transports. Il y a beaucoup de villes qui sont passées au transport en commun gratuit. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible à Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? On se rend compte qu'on parle beaucoup de transport en commun, mais que souvent, on va me dire que c'est pas vrai, mais je vois que les tarifs augmentent, donc c'est quand même aussi délicat. Je vois que les gens, ils vont aller chercher leurs enfants ou chercher le pain en voiture à 50 mètres. Donc je me dis, la société, elle a du mal quand même, là, il va y avoir du travail pour vous. Donc comment on fait? Et puis c'est pareil, là aussi, à une époque, je disais gratuit, c'est bien, et on se rend compte que tout gratuit, c'est pas bien finalement. Les gens n'ont aucun respect quand c'est gratuit. Alors je n'irai pas sur cette idée-là, néanmoins, les expériences qui ont été menées en France sur la gratuité des transports montrent que finalement, ça ne va pas augmenter le nombre d'usagers et d'usagères. C'est-à-dire qu'avant de proposer de la gratuité pour les transports, il faut d'abord être capable de proposer un réseau qualitatif. Une alternative, non? À la voiture. Voilà, un vrai bon réseau. Une fois que l'habitude elle est prise, une fois que les personnes ont vraiment pris ce réflexe de la mobilité douce en général, que ce soit transport en commun, que ce soit vélo, que ce soit trottinette ou etc. ou quoi que ce soit, ou simplement la marche à pied, eh bien là on peut envisager de mettre des transports gratuits. Mais aujourd'hui, en tout cas sur notre territoire, ce n'est pas cette priorité-là. Le réseau de mobilité sur Saint-Étienne, mais aussi sur la Loire en général, est très nettement insuffisant. On est vraiment en lacune de rythme cadencé, par exemple, c'est-à-dire avec des rythmes réguliers des transports. C'est-à-dire qu'un rythme cadencé, ça facilite l'accès au transport en commun. Ça veut dire quoi exactement? Je vais vous expliquer. C'est plutôt que de se dire, je vais aller regarder sur mon application à quelle heure va passer le bus, et je sais qu'il y en a un toutes les 10 minutes, comme le tram en fait finalement. Donc finalement, on ne regarde pas l'horaire exact, on sait qu'on va se pointer à l'arrêt, on en aura un rapidement. Et c'est ça aussi, cette facilité. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on avait plus dans les décennies précédentes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de transports moi je me souviens d'une époque, peut-être les années 80-90, on ratait un tram, le suivant était derrière, quoi. Maintenant on rate un tram, des moments, mais qu'est-ce que c'est long? Alors est-ce qu'on a pris des mauvaises habitudes?
Le tram encore, ça va. On peut pas se mettre sur Non, le tram. mais il y a des lignes, il y aurait tant de choses à dire, mais on n'est pas là. Mais voilà, on parlait des quartiers Après, populaires. c'est délicat aussi de voir des bus, si on parle d'écologie, hein, c'est quand même bizarre de voir des bus qui tournent toute la journée avec 3 personnes dedans, parfois. Comme on dit, on promène les sièges, quoi. Et oui, il y a beaucoup de travail là-dedans, et on a l'impression que personne fait grand-chose. Les lignes de bus, en fait, quand on raisonne par un petit axe, en effet, vous avez raison. On regarde un bus, il est vide, on se dit tiens, il est souvent vide. Néanmoins, on n'a pas la vision sur la totalité de la ligne. C'est-à-dire qu'un bus, sur toute sa il y a des arrêts, il y a des arrêts, il y a des tronçons, voilà. Où il y a voilà, exactement. Mais après, ils ont toutes ces données, puisque chacun, normalement, hein, parce que je vois que c'est pas toujours fait dans les bus, on va pas déclencher une nouvelle polémique, mais normalement, quand on se pointe, tout est enregistré, donc ils savent à peu près les fréquences et tout ça. Mais voilà, après, je pense que les transports en commun, c'est super. À mon sens, il en manque un petit peu sur certaines lignes. En fait, c'est quand je vous parlais tout à l'heure, vous me demandiez la vision qu'on peut avoir. Il faut avoir la bonne cadence, si j'ai bien compris. C'est ça. Et c'est surtout, en fait, est-ce que la priorité, c'est d'optimiser un service qui est censé être public comme un service privé, ou est-ce que réellement, on offre un vrai service public pour le bien-être des personnes au quotidien? Moi, je pense qu'il faut enlever le mot public et privé, mais marquer plutôt intérêt général. Ouais, enfin bon, c'est juste qu'on n'est pas sur la terminologie, mais pour moi, c'est clair que l'intérêt général est défendu par le service public. Parce que quand le service public aujourd'hui doit être rentable, c'est plus un service public. C'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez, quand on parle de on est d'accord. Les mots ont un sens. Oui, mais c'est pour ça que moi, je tiens au contraire à garder ce terme de service public, car oui, le service public a été conçu pour l'intérêt général et aujourd'hui il est dévoyé dans le sens où on lui demande d'être optimisé. Et ça ne fonctionne pas. Que ce soit dans le cadre de la santé, dans les hôpitaux, que ce soit dans le cadre des transports en commun, de l'aide à la personne, dans l'éducation surtout, on ne peut pas parler d'optimisation. Le service public, la rentabilité du service public est une aberration en soi. Non, à l'hôpital, il y a un souci quand même. Bien sûr. C'est peut-être pas un sujet écologiste, ou écologique. Ah, bien sûr que si. Mais... notre objectif principal, comme je vous le disais, c'est toute écologie, c'est planter des arbres dans un hôpital. Mais pourquoi planter des arbres? Je vous charrie. Non mais en fait, la question c'est pourquoi est-ce que on nous caricature souvent comme des gens qui veulent plus de nature. Mais pourquoi est-ce qu'on veut plus de nature? On ne n'est pas écologiste en fait. On peut aussi devenir écologiste parce qu'on en a ras-le-bol d'être pollué. Il faut encore un équilibre entre la nature et l'homme, tout simplement. Mais exactement. On voudrait justement, si on veut réduire le nombre de cancers, c'est aussi par l'amélioration de la qualité de l'air. Quand je reviens sur la municipalité de Saint-Étienne. Le plan cancer qui est lancé par la ville de Saint-Étienne ne prend absolument pas en compte l'amélioration de la qualité de l'air. C'est quand même une aberration. On va faire un plan cancer à Saint-Étienne où on va décider, par exemple, d'agrandir les espaces non-fumeurs, très bien, mais en parallèle de ça, on se dit pas, tiens, il faudrait peut-être réduire les pollutions par particules fines. Enfin, c'est quand même assez aberrant. C'est un ensemble de plein de choses. Voilà, donc quand vous me dites la santé, c'est pas un sujet écologiste, moi je vous réponds non, c'est un sujet hautement écologiste et c'est l'une de nos préoccupations principales. Je vous provoque un petit peu. Mais provoquer, je répondrai, il n'y a pas de problème. Bon, pour conclure, comment vous voyez, puisque c'est l'actualité, comment vous vous projetez pour cette élection sénatoriale? Tout est prêt, tout est enclenché, il n'y a plus qu'à? Eh bien, je raisonne à la fois sur le court et sur le moyen terme. Quand je parle de moyen terme, c'est le 24 septembre. C'est-à-dire que là, à l'instant T, c'est un moment très enthousiasmant, parce que c'est un moment d'échange hyper riche que nous avons entre nous tous, c'est-à-dire nous tous psycholistiers, mais également l'équipe qui est autour de nous. Je me rends compte que derrière nous, on a un collectif qui est très 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 motivé et qui est prêt à travailler justement. Donc comment on l'envisage? Eh bien par des rencontres riches, des rencontres avec des personnes qui ne seront pas d'accord avec nous, mais non seulement on mène cette élection en vue de l'élection sénatoriale, cette campagne pour les élections sénatoriales, mais c'est également l'occasion de rencontrer des maires, d'échanger sur les idées écologistes, sur le fait, cet équilibre que nous devons retrouver pour anticiper les problèmes à venir. Est-ce qu'il y a des maires, des mairies, des élus qui ont refusé de vous recevoir? Nous sommes en train de prendre rendez-vous avec les différentes mairies, tout à fait. Alors bon courage, et puis si je peux me permettre, moi je verrais bien une femme maire de Saint-Étienne dans 3 ans. Parce que je crois bien que dans l'histoire de Saint-Étienne, je ne sais même pas s'il y a eu une femme première adjointe. Mais je vais vous dire franchement, je ne pense pas que la question soit est-ce que c'est un homme ou une femme en fait justement. Peu importe. Si, ça serait pas mal une femme. Ça ne change rien. Le genre de la personne ne change rien. Je pense réellement que le principal, c'est que ce soit une personne pertinente et qui a cœur de défendre. Vous ne pensez pas que les femmes ont une vision un peu différente de la politique que les hommes? Non. Elles sont plus dans l'intérêt général et non pas dans le carriérisme, si j'ose.
Mais il y a des hommes aussi qui ne sont pas carriéristes et il y a des femmes Il ne carriéristes. faut jamais faire des généralités. Oh oui. Et on est obligé de faire des généralités pour poser quelques questions un peu piques. Oui, mais vraiment, moi je pense que ce n'est pas le genre la question. Qu'un équilibre soit présent au sein du conseil municipal, là oui, c'est essentiel. Une parité, ça c'est essentiel pour justement avoir différents points de vue. Néanmoins, la personne qui est à la tête de la municipalité, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, mon intime conviction, c'est qu'un vrai binôme, là, ce serait une belle solution. Un vrai ticket finalement, un peu comme aux États-Unis. Oui. Bon, bref, il faut creuser alors. Merci beaucoup pour ce rendez-vous. On vous souhaite un bon courage et puis comme tous les gens qui se présentent en général que je rencontre, je leur souhaite d'être élus et puis de bien travailler. Eh bien, je vous remercie. À bientôt. À bientôt.